Et ben j'ai envie de te dire, let's go, bienvenue dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Je suis Kevin Razi et c'est un kiff de vous recevoir chaque semaine, 2 fois par semaine. Peu importe où on est, qu'on soit en tournée, qu'on soit en Indonésie, qu'on soit whatever, on est ensemble avec mon gars sûr, Dr H, qui est à ma gauche toujours, même dans le cadre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool. Toujours, alors évidemment, dans l'équipe, il y a toujours Gaël Cadicadian, ma chérie à la réalisation, qui, bon, bah là, elle est tranquille, ça, elle est en télétravail, parce que là, on n'a pas le même setup. Et évidemment, le showrunner de l'émission, Mourad Mokadem, qu'on remercie pour nous concocter ces petites émissions trop cool. Merci de nous suivre, merci de nous donner de la force. On est sur YouTube, on est sur Spotify. Il y en a qui nous suivent actuellement sur Twitch. N'hésitez pas à soutenir avec le Tipeee, ça fait trop plaisir. Ça permet de donner de la vie à ce projet, de le tenir, qui va bientôt fêter ses 1 an, dis-toi. T'imagines ? 1 an. Ouais, déjà. Ouais, c'est vrai. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est 1 an, quoi. Complètement. Dr H, c'est une meilleure qualité que Kevin. Ah, en termes de vidéo, tu veux dire ? Ah, moi, je suis avec la... Tu sais quoi ? Moi, j'ai vraiment pas voulu me prendre la tête. En vidéo ou son ? Parce que si c'est son, je peux... Mais ouais, j'ai pris la caméra de ma... C'est la caméra du Mac. En fait, j'ai flemme de sortir les iPhones. Machin, j'ai fait tranquille. Ok. Bon, bah, le plus important, c'est qu'on nous entende bien en vrai. Parce que c'est pas une émission qui se regarde. Parce qu'il se passe pas grand-chose visuellement. Mais tant qu'on nous entend bien, c'est le plus important. Mais là, j'avoue, j'ai pris la caméra de là. Tout simplement faut investir, faut se donner les moyens de ses ambitions. Bah non, mais on les a les moyens. Parce qu'habituellement, on filme avec de magnifiques iPhones. Ah, bah attention, parce que là, t'es décadré un petit peu. Là, Ouais, c'est ce que je me dis là. Ouais. Parce que de l'autre côté, tu voulais pas nous montrer. Non, c'est même pas ça. C'est que voilà, je veux. Ouais, attends, ouais, je suis plus en temps réel là, ça c'est bien. C'est bon là, hein ? Ouais, c'est bien. Ouais, nickel. Putain, je suis tellement content. Là, ça y est, on sait qu'on peut dérouler. Alors attends. Bon, on va commencer par quoi ? Bah, je vais vous dire, les gars. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors déjà, des réactions par rapport à un message que j'ai reçu par mail. En fait, oula, par contre, si je peux mettre ton push to talk ou je sais pas quoi, parce que là, on entend tout le bordel qu'il y a derrière toi, Dr H. Si c'est possible. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, parce que sinon, là, on va avoir... on va avoir... Ouais, le push to talk, voilà, c'est ça, le push to talk. Sur Discord, normalement, il y est. Ça te permet de couper le micro quand tu parles pas. Alors, on a reçu un message d'un gars qui nous avait contacté sur le thème du logement et de la propriété. Il nous a donné une petite anecdote sur Gaza. Il s'appelle Shordi, je crois que ça se dit comme ça. Petite anecdote sur Gaza et sur les notions urbaines. On parle souvent de génocide à Gaza, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'urbicide qui s'y déroule. En plus de tuer les Gazaouis, Israël a anéanti la majorité des infrastructures de Gaza, rendant ce territoire inhabitable pour le futur. Entre l'assainissement et les différents concessionnaires détruits, les bâtiments publics et les logements, Israël a aussi détruit tous les bâtiments administratifs liés aux propriétés foncières de Gaza, qu'elles soient publiques ou privées. Au-delà de priver les Gazaouis de présent, Israël est en train de réduire à néant l'avenir des futurs Gazaouis. Je vais dire quelque chose qui pourrait choquer. Même Hitler souhaitait conserver le patrimoine français lors de son arrivée à Paris. Eh ben, ouais, j'ai rien à ajouter. Hamza, tu voulais rebondir. C'est l'urbicide, c'est vrai qu'on n'en parle pas de ce terme-là, mais c'est fort. En fait, déjà, c'est super intéressant. Je trouve ça super intéressant. Alors, c'est horrible de dire que c'est super intéressant, mais je parle vraiment académiquement et scientifiquement parce que c'est très important. Ouais. Étant donné que malheureusement, les choses les plus monstrueuses, les plus graves, elles doivent faire l'objet d'intérêt d'études. On doit l'analyser pour comprendre, d'abord d'une, et surtout pour se dire que ça ne se reproduise pas. Hein. Même si certains ont visiblement du mal avec cette notion d'histoire articulée avec la réalité. Parce que littéralement, nous avons un ensemble assez flagrant comment dirais-je,
de destruction massive qui conduisent à un herbicide, à un ethnicide, et au-delà du génocide. Donc ça, c'est clair. Et effectivement, c'est pour ça que déjà en somme, c'est-à-dire si admettons, en gros, si admettons, les Gazaouis étaient partis de Gaza Ouais. et qu'ils avaient absolument détruit ce qu'ils ont fait maintenant, c'est-à-dire là on est arrivé à 80% des infrastructures, enfin des structures et infrastructures, parce qu'en fait il y a les deux termes, de toutes les structures, institutions et infrastructures. Ouais. En fait, littéralement, c'est un crime de guerre. Déjà ça rentre dans un crime de guerre. Il n'y a personne, hein, il n'y a pas de victime. Juste ils font de la démolition sans le consentement. Tu vois, ça s'appelle un crime de guerre. Alors là, c'est pas compliqué parce que de toute façon, dans toutes les conventions, et en l'occurrence même sur la question de la guerre, bah, c'est-à-dire que même dans une guerre frontale de haute intensité entre deux pays surarmés, et en plus c'est pas compliqué parce que ce que je dis là, bah en plus on peut pas me raconter que c'est du biaisé ou que c'est partisan, étant donné qu'on a dit pour bien moins que ça ce qui se passe en Ukraine. Mais vraiment moins que ça. Hein. Il n'y a pas une ville en Ukraine qui a eu le centième, je dis bien le centième, de dégâts d'une des portions de Gaza. Je dis bien d'une des portions de Gaza, j'insiste. C'est le centième d'une portion de Gaza. Quand on regarde Gaza, quand on regarde quand on regarde les caméras de l'armée israélienne, hein, comme ça on ne vient pas dire que c'est celle de Al Jazeera ou de Hamas TV. Non, 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 non. Les caméras de l'armée israélienne, c'est un champ de ruines. C'est un champ de ruines intégral. Ils utilisent des drones. Ils sont super contents, super fiers de ça. Donc ils utilisent des drones et tout ça. C'est un champ de ruines. Donc on est bien sur un herbicide, c'est clair et net. Et ce qui est intéressant, parce que ça constitue totalement le crime de génocide, étant donné que comme j'ai lu un commentaire le dire, ayant tout détruit, la population ne peut plus y vivre. Et donc en fait, c'est précisément parce que les gens croient, c'est ce que d'ailleurs disait un abruti fini, pour ne pas dire autre chose, à la télé, on peut pas dire que c'est génocide parce qu'il faudrait qu'on tue au moins la moitié. Tu sais, mais ça, cette personne doit aller en prison pour la chose de sa vie. C'était quel abruti qui avait dit ça d'ailleurs? Un sionard, random, hein, je sais plus, je crois que j'ai une mémoire très sélective. Ouais. Fautement sélective. Mais vraiment. Et, mais tu vois qu'il y a vraiment cette idée-là où, concrètement, toute la destruction a été faite pour justement... Parce que, en plus, pareil, c'est-à-dire que c'est tellement assumé le plan génocidaire, parce qu'un génocide ne consiste pas à tuer tout le monde. Hein. C'est pas vrai, ça, c'est une légende. Hein. Ça n'existe nulle part, ça. C'est pas vrai du tout. Je veux dire, ça existait il y a longtemps d'ailleurs, mais on n'a pas déposé plainte. C'est les natifs américains qui ont été quand même supprimés à plus de 80%. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même chaud. C'est super chaud. Les natifs océaniques, ça aussi, c'est archi chaud. Hein, par exemple, les Kanaks, c'est très 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 tendu. Hein. Les Maoris, c'était aussi tendu. Je sais pas combien de pourcents les Maoris, mais ils ont pu se taper quand même. Mais c'est quand même lourd. Hein, tu vois. Mais honnêtement, pour le Rwanda, pour la Bosnie, pour l'Arménie, pour la Birmanie, etc. Malheureusement, il y en a d'autres. Bah non. On n'a pas qualifié le génocide parce qu'on a attendu qu'il y ait 50% de morts. Hein. C'est pas vrai du tout. Hein. Et même pour le génocide juif. Hein. Même Tzigane. Même si Tzigane, je pense qu'en pourcentage, ça devait être assez méchant. Hein. Ça devait être très méchant, vu que tout le monde s'en fout. Hein, évidemment. Ouais. Donc, concrètement, en fait, la qualification de génocide, c'est... Parce que génocide, c'est pas parce que génocide, ça implique le général, meurtre général, hein, c'est que ça veut dire qu'il faut avoir tué tout le monde. Ah, ça, c'est le... Parce que sinon, on appellerait ça un pancide, si on veut être très taquin en étymologie. Non, génocide, c'est que précisément, tu tues tout le monde indistinctement sur la base même d'une identité définie. C'est ça, génocide. En fait, c'est le loup. C'est le loup dans le loup et l'agneau. C'est que j'en ai rien à battre, en fait, de si c'est toi qui es coupable ou pas, de si c'est toi qui es en guerre, si c'est toi qui es militaire, si c'est toi qui porte les armes. J'en ai rien à foutre. Je vais tuer tout le monde. Tout ce qui bouge, qui ressemble à toi, je les supprime. Qui ressemble à toi, je les supprime. C'est ça, en fait. Qui ressemble à toi, je les supprime. D'avoir tout anéanti, de tout raser, c'est constitutif. Là, c'est matériel, ce qu'on appelle la matérialité des faits
c'est la matérialité des faits, pour qu'on puisse les qualifier juridiquement. La matérialité des faits indique sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit d'un génocide. Et l'herbicide est ce qu'on appelle un élément de preuve fondamental. Parce que, comme on dit, encore une fois, s'il y avait beaucoup de survivants, parce que ça commence à faire très peur le nombre possible de survivants, hein, vraiment, quand on aura le bilan, ça va tous nous tétaniser. Et ben, même s'il y a des survivants, beaucoup de survivants, en fait, cet herbicide est constitutif d'une volonté délibérée d'empêcher un groupe généralement, de vivre dans un lieu donné. En l'occurrence, le lieu qui est leur terre, en fait, hein, pour le rappeler. Mais tu sais, on va revenir là-dessus parce que je vois que dans le chat, il y en a beaucoup qui parlent de la banderole que les supporters parisiens ont déployée hier. On va revenir là-dessus parce que c'est dans le Mezzé. Mais je repense à une story. Tu vois qui c'est, Thomas Guénolé? Bien sûr. Dans ce moment, il est chez Hanouna, tu vois. Il est invité régulièrement. Je sais pas pourquoi il s'inflige ça, parce que le mec, sur la Palestine, il a sa position pro, non pas palestinienne au final, pro droit de l'homme, droit international. Et en fait, il est entouré d'une bande de gens qui sont là pour le nuire, clairement. Et lui, c'est l'idiot utile de gauche, pro-palo. Et c'est vrai que je sais pas ce qu'il fout, mais vraiment, mais c'est une dinguerie. Ah, plus fort mon micro? Attendez, je vais vous mettre plus fort. C'est vraiment une dinguerie. Parce que, par exemple, là, il était en train de dire, il était en train d'expliquer qu'il y avait un apartheid. Il y avait un apartheid en Israël. Et tu as Valérie Benaïm qui dit non, mais vous savez, moi, je suis. J'ai une relation. Enfin, moi aussi, je lis des livres. Il n'y a pas que vous. Et puis surtout, moi aussi, j'ai un rapport empirique avec le sujet parce que je suis allé plusieurs fois en Israël, etc. Donc, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'apartheid. Vous êtes allé quand en Israël? Et lui, il est là en train de dire, mais je ne savais pas qu'on avait besoin d'aller dans un pays pour savoir ce qui se passe. Il fait oui, mais voilà, vous, c'est. On m'a dit que machin, c'est facile. Et en fait, t'as Hanouna qui dit non, mais il dit n'importe quoi. Non, mais vraiment, il dit n'importe quoi. Et en fait, tu dis, mais dans quel déni ils sont? Valérie Benaïm, là, si tu nous écoutes, cousine, toi, t'es allé en Cisjordanie? T'es allé à Gaza? Enfin, c'est sûr que si tu vas à Tel Aviv ou à Eilat, elle dit oui, à la Knesset, il y a des Arabes, il y a des gens qui portent le voile en Israël. Donc, je vois pas de quoi on parle de l'apartheid et tout. Là-bas, tout le monde est accepté comme il est. Et en fait, lui, il redit, hein, il fait, on est accepté sauf quand on est palestinien. Et elle était là, non mais n'importe quoi. Et alors t'as Hanouna qui dit non mais laissez-le là, vraiment c'est n'importe quoi. En plus, Hanouna, juste avant, il lui dit il y a une règle très simple, si vous voulez retrouver du boulot plus tard, quand je parle, on se tait. C'est la première règle, il lui dit ça comme ça, on se tait quand je parle. Ça, c'est une règle. Et l'autre, il est là, mais franchement, ça... Frère, qu'est-ce que tu fous là, en fait? Qu'est-ce que tu te fais hagar comme ça, là, gratuitement? C'est une hagra gratuite. Et oui, virer en plus qu'il ne retrouvera pas du boulot, ouais, n'importe quoi. Mais vraiment, pour le coup, j'ai été choqué. Alors donc voilà, il y a beaucoup de gens, et moi aussi j'en connaissais certains qui me disaient, bah viens en Israël, tu verras s'il y a un apartheid ou pas. Il n'y a pas d'apartheid. Et t'as envie de dire, mais les gars, en fait, on n'a pas besoin d'aller là-bas quand on a des rapports de plusieurs ONG, quand on a l'ONU qui a condamné d'ailleurs, qui a demandé à Israël de dégager. Bah de dégager d'où s'il n'y a pas d'apartheid? Si il n'y a pas une colonisation forcée avec un mur de sécurité où les gens ont des checkpoints de fous malades, où donc là, le mur de sécurité, je ne peux pas faire plus d'apartheid déjà. Vraiment, là pour le coup, pareil, un mur qui n'avait pas été approuvé par l'ONU. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et c'est là que vraiment on vit dans un monde où tu as l'impression qu'on est, je sais pas, qu'on est tous, soit on est tous cons, soit en fait la connerie est devenue la norme. Mais c'est fatigant, vraiment. Oui, c'est aussi con que dans le chat. Bibar Kenny, c'est aussi con que les gens qui disent bah si vous défendez tant Gaza, vous avez qu'à aller là-bas. Ouais, on va sérieux. Ouais, on va sérieux. Non, mais c'est. Oui, ou Red Star qui dit va dans le 16e arrondissement de Paris et tu verras qu'il n'y a pas de pauvres en France. Bah oui, bien sûr. Oui.
Non, mais Ouais. Non, mais ouais, non, mais en fait, ça rend ouf parce que de toutes les manières, ça aussi, hein, c'est encore une énième leçon parce que franchement, je la trouve très emblématique et elle est utile, elle est vraiment utile parce qu'elle peut s'enseigner très tôt pour les enfants. C'est que la fable du loup et de l'agneau, elle est vraiment fondatrice sur ce qu'on appelle la conscientisation de la loi du plus fort, donc du plus brutal, du rapport de force. ouais. Euh, parce que justement, quand il dit que la loi du plus fort est toujours la meilleure, c'est cruellement, totalement et parfaitement vrai. Et c'est même grave, c'est grave de faire croire aux gens le contraire. Or, justement, nous sommes dans un vaste système, et quand je parle d'un vaste système, je parle de l'Occident global. Ouais. C'est l'Occident global qui, en nous faisant croire, pardon, en une forme de police, dans le sens philosophique, social, et non pas dans le sens administratif, institutionnel. Le fait d'être policé, hein, c'est d'être civilisé, c'est ça, c'est d'être civilisé. En ayant dit ça, on a dit non, il n'y a plus de loi du plus fort. Il n'y a Ouais. que la force de la loi. C'est l'état de droit qui règne. C'est les conventions, c'est les institutions. C'est le dialogue, c'est la parole, c'est la justice. Et en fait, en ayant fait ça, on fait croire aux gens et aux plus jeunes, parce que c'est ça le plus grave. Et, et d'ailleurs, les Gilets jaunes en ont fait l'amère découverte. L'amère découverte, pardon. C'est ce que je veux dire. Je vais dire l'amertume. Mais donc, l'amère découverte, quand ils ont vu que, ah, en fait, tu sors, t'es pas d'accord, et c'est le peuple qui sort. Ah, on t'en balance, on te crève les yeux, comme ça tu comprends que la loi du plus fort, c'est toujours la meilleure. Et en fait, c'est toujours ça. C'est de bien saisir que parce que regarde, c'est intéressant. Dans la fable, Ouais. le loup aurait pu bouffer. En fait, la fable aurait pu être 1000 fois plus courte si elle n'était restée qu'à la surface de cette expression, qui est pourtant vraie, de la loi du plus fort. En gros, la loi du plus fort, est toujours la meilleure. Un agneau qui se baladait au creux du Nord de Pure, il y avait un loup qui avait la dalle, hop, il le bouffe. Et après, t'as la femme qui dit, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la loi du plus fort. Sauf que, non. En fait, c'est là que c'est très intéressant les couches d'analyse et de sens que donne la femme sont énormes. C'est Ouais. justement quand il montre que, il donne des justifications. Il part en légitimation. Bah ouais. Il va chercher à légitimer sa force en disant non, mais moi je te bouffe pas parce que je suis une merde, je te bouffe pas parce que je suis un monstre. Tu vois ou pas? Ouais. C'est non, je te bouffe parce que t'as attaqué les miens. Je te bouffe parce que les tiens ont insulté ma famille, ont insulté mon peuple ou je ne sais quoi, ou ont chassé, ou tes potes ils ont essayé de me chasser, etc. Tu sais, mais on est au XVIIe siècle. Hein. C'est incroyable quand même. Hein. Parce que il y a tout le répertoire de toutes les insanités que sortent les sionards et leurs consorts. C'est un truc de fou. Non, mais Et donc ça rappelle vraiment ce principe que la loi du plus fort, oui, mais elle a toujours besoin de se légitimer. ouais. Parce qu'elle le sait. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à un moment donné, si elle ne laisse que s'exprimer par brutalité, en face, il n'y aura qu'un seul choix qui s'impose. Ouais. Ouais, bah, Ah, c'est tout. C'est tout. Hein. ouais, c'est ça. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est une vraie dinguerie. On est dans un. Enfin, je sais pas. Parfois, t'as l'impression que tu te dis, mais on est con. Enfin, je veux dire, genre vraiment là, on veut ça, on veut ça, quoi. Enfin, je comprends pas. Genre vraiment, c'est gros comme une maison, mais comme si t'étais fou, tu vois, comme si tu pouvais pas. Enfin, je sais pas. Ça rend ouf, en tout cas. Mais voilà, petite parenthèse là-dessus, c'était intéressant. Merci de nous avoir rappelé cette fable, elle est importante. On avance avec. Franchement, en boucle. J'ai plein de retours à faire sur les émissions précédentes. Parce qu'on a lancé notre dernière émission, évidemment. Vous pouvez toujours aller la checker. Hein. Elle est disponible partout. Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast, évidemment. Abonnez-vous et mettez des petites étoiles. Ça fait trop plaisir. Ça nous soutient. Il y a Jabedon qui dit « Ça a toujours été dans le foot ». Il parle de l'effet projet Mbappé et les parents qui harcèlent et qui violentent les éducateurs, les coachs. Faut pas croire que ça a commencé hier. Surtout que le foot, c'est un sport où il est compliqué de faire jouer tout le monde et les enfants sont souvent frustrés. Ramenez pas vos enfants dans ce sport ultra chiant pour les gosses. Ouais, je pense que voilà, ça c'est le. Voilà, c'est comment dire. C'est la conclusion qu'on pourrait donner parce que j'ai reçu plein de témoignages en privé de gens qui m'ont dit ah, mais moi j'ai dû séparer
un parent qui voulait se frapper un coach. Ah, mais moi, j'ai dû attraper un parent qui était en train de gueuler sur mon gamin. Ah, mais moi, j'ai dû ci. Ah, mais moi, j'ai dû ça. Moi, mon fils, il était traumatisé. Il avait été recruté au Girondins de Bordeaux. Il a 11 ans. Il a vu l'ambiance. Il a dit, OK, c'est bon. Il était traumatisé. Je l'ai mis au basket. Non, mais que des témoignages de ouf. Un truc de ouf. Il y a Selma qui dit merci pour votre travail, même loin. S'il vous plaît, j'ai une requête pour vous. Ah, en référence à d'autres épisodes précédents, Dr H, tu es fabuleux. C'est sympa. Je n'ai jamais entendu un homme parler de cette façon des VSS, pas même ceux de ma famille. Cependant, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Il faudrait refaire un épisode que sur les VSS, enfants y compris. Je suis choqué. Je parlais de Gisèle Pellico et du procès de Dominique avec plusieurs femmes. Et il y en a une qui m'a répondu « Ah, ça te touche tellement? Pourquoi ça te touche autant ?» Cela en dit long sur la mentalité des gens, y compris des femmes. Il faut que ça change. Je suis profondément choqué. Ah bah ouais, hein. Tu te rends compte? C'est ouf. Hein. Mais je l'ai dit que tu vois, c'est une constante chez nous, donc même pas besoin de programmer un nouvel épisode, on en parlera naturellement. Mais alors par contre, c'est très intéressant ce commentaire que tu fais, et puis je le salue parce que c'est gentil et c'est touchant, c'est important. C'est vrai qu'il y a un truc qui est par contre, c'est un peu c'est le delta, on va dire, c'est le delta entre les abrutis qui continuent d'essayer de trouver des fausses excuses et des anecdotes à deux balles pour minorer la réalité des VSS. Hein. Oui, tu sais, j'ai vu encore une fois les gars qui continuent dans ce commentaire parce qu'on leur a pas donné suffisamment de tarte en fait dans la gueule. Vraiment, hein, de dire ouais, mais sans preuve, mais vas-y, mais ferme-la. Mais vraiment, mais c'est juste insupportable. Donc ça, c'est clair. Donc voilà, il y a ces résidus voilà, je terminerai pas ma phrase, mais concrètement, et donc évidemment, toutes celles et ceux, et ils sont pas nombreux les ceux, mais bon voilà, on va essayer de maximiser tout ça, qui sont conscients, qui sont conscientisés par rapport à tout ça, qui militent et qui agissent sur cette question. Et t'as un delta. D'ailleurs, on pourrait pratiquement malheureusement appeler cette majorité silencieuse, tu vois, pour le coup. Et c'est une majorité silencieuse qui ne devrait pas l'être, qui ne devrait pas être silencieuse. Mais il y a tout un tas de raisons. Voilà. Il y a tout un tas de raisons. Ce serait long de toutes les évoquer, de les analyser, mais il y a au minimum, donc c'est pour ça que j'insiste, hein, il y a vraiment tout un tas de raisons sur le fait que beaucoup de gens sont, comme on dit, ça va du silencieux à l'embarras. Vous voyez, ça va du silencieux à l'embarras. Et donc, il y a tout un tas de raisons à cela. Mais parmi ces raisons-là, et celle qu'évoque le commentaire que tu as cité est très intéressant, selon moi. Alors, je vais utiliser une expression elle est bizarre parce que cette expression, en plus, elle est complètement fausse dans la réalité. Celle de l'autruche, hein, le truc de faire l'autruche. Oui, l'autruche n'a jamais mis son... C'est ouf, ça, jamais. C'est marrant. Mais peut-être que c'est un jeu de... Justement, c'est un petit jeu de dupe, peut-être, aussi, pour montrer que c'est vraiment stupide et que personne ne fait ça en général. Mais c'est comme les enfants qui pensent que quand ils ferment les yeux, personne ne les voit. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois? Voilà. C'est ça en fait, c'est qu'il y a des gens qui ferment les yeux sur les VSS. Là, c'est pas une blague, hein, qui ferment les yeux sur les VSS, qui se bouchent les oreilles, hein, pas physiquement, vous avez compris, qui se bouchent les oreilles sur les VSS, parce qu'ils veulent croire que ça n'existe pas, parce qu'ils veulent se rassurer que ça n'existe pas, que ça ne les touche pas. Et qu'ils s'estiment, dans le meilleur des cas, rescapés de moi, vraiment, là par exemple, du côté féminin, moi, on m'a jamais fait ça, donc... tu sais, avec ce truc de... ça se mélange de plein de choses, hein, encore une fois, je le répète, hein, dont en l'occurrence, même ce qu'on appelle de la pensée magique. Et oui, la pensée magique de je vais pas trop en parler parce que comme ça m'arrivera jamais. Ouais, tu vois, je vais pas m'attirer les fous. Tu vois, en tout cas, il y a tout un enchevêtrement de tout ça. Et vraiment, ce truc-là cette situation un peu bizarre en fait. Après, je parle même pas des pick me, de certaines femmes qui vont avoir tendance à minorer ça parce qu'elles sont désespérément en quête d'être reconnues par les mecs. C'est triste, c'est affreux et c'est voilà, c'est atroce. Mais c'est vrai que là où elle soulève, donc je termine là-dessus par contre, là où elle soulève un truc important sur les VSS en général, et donc aussi bien donc sur les femmes adultes que sur les enfants, garçons ou filles, même s'il me semble que dans la pédocriminalité, c'est les garçons davantage, il paraît, dans les stats,
Mais il y a des filles, hein, attention, bien sûr, je dis les filles, hein, beaucoup. Mais après, c'est pas dans les mêmes âges, c'est atroce, c'est pas dans les mêmes tranches d'âge. Mais c'est quand même important de l'étudier, vous voyez, justement. Et là aussi, c'est très intéressant parce que pareil, hein, personne n'a envie d'étudier ça. Et là, tu dis, mais c'est bizarre, pourquoi? Et quand tu penses au livre de Ah, Caroline parce que, Forrest qui était là pour dénigrer le mouvement MeToo en disant que c'était une aberration. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y a eu un petit... Parce qu'elle devait avoir un prix, évidemment, concours féminin, je sais pas quoi. Et il y a eu un lobbying de ouf sur le sujet. Et finalement, elle l'aura pas. Pardon. Donc, Non, mais c'est délirant. Non, mais c'est ça, c'est que, en fait, après, voilà, mais encore une fois, on n'oublie pas, et moi, je pense on ne le répétera jamais assez. Les VSS, c'est une question de, de domination, c'est une question de pouvoir, c'est étroitement lié au pouvoir, c'est un continuum du pouvoir à toutes les échelles, de l'échelle la plus intime à l'échelle la plus euh, géopolitique, hein, vraiment, d'entre les nations. C'est-à-dire que, en fait, je plaisante pas, les navires qui en 1870 bombardent les ports de Shanghai et de Pékin, d'accord? Donc les navires britanniques et français qui font ça, c'est c'est cette logique-là du pouvoir donc colonial, hein, en l'occurrence dans cette histoire-là, qui est la même que Bertrand Cantat qui tue en fait à coups de poing et de manière, je crois, c'est 36 coups en fait. C'est atroce parce que c'est vraiment précisément un gars qui n'a pas eu suffisamment tard dans sa gueule ou peut-être trop d'un certain point de vue. Hein. C'est vrai que ça peut se comprendre, mais encore, moi je suis pas d'accord. Hein. Mais bref, euh, c'est la même relation. Et donc quand on parle sur la question des enfants, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que les VSS, fondamentalement, et ça pour moi c'est super important, interroge l'être humain. Voilà, interroge l'être humain. Bon, à l'heure actuelle, hein, l'être humain, c'est plutôt les mecs hein, qui doivent être interrogés. Hein, d'accord? C'est vraiment les mecs. Hein. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Mais les VSS interrogent notre humanité profondément, puisqu'elle est, elle est, elle est, elle se détermine dans notre rapport justement à notre force, à notre pouvoir, donc de potentiel de domination, dans l'intimité. Parce que j'ai presque envie de dire, c'est ce qui caractérise les VSS. Tu vois? Comme on dit, c'est quand tu fermes la porte derrière toi avec ton épouse, lorsque tu te retrouves avec tes enfants. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que, pardon, hein, mais je sais que ça choque les gens, mais parce que justement, et c'est peut-être pour ça que ça fait un tabou, et c'est peut-être pas une bonne chose, c'est même certainement pas une bonne chose, mais c'est quoi la pédocriminalité? C'est l'assouvissement violent, et violent, ça veut pas forcément dire avec des coups, hein. Ah oui. Ah, ça peut être une chose. Mais c'est l'assouvissement, ben voilà, avec donc violence, d'un désir imposé. Et donc, encore une fois, les gens s'arrêtent sur le terme de désir en voulant penser que ce sont des malades qui ont du mal à satisfaire leurs besoins. C'est pour ça que, par exemple, je me souviens, comme si c'était hier, c'était mes premières années quand je donnais cours à la fac, où on parlait parce que c'était au moment où il y avait l'affaire DSK, et il y avait plein d'étudiants qui étaient en train de dire ouais, monsieur, c'est bizarre, lui, il a les moyens de se payer plein de prostituées, etc. Et tout le monde, en fait, tout le monde le savait, ça, c'était une autorité publique. Donc, tout le monde pensait, en gros, tout le monde pensait que c'était un dalleux qui pouvait se manger, hein, pardon de le dire très crûment, hein, mais qui pouvait se manger tout ce qu'il voulait, et que là, genre, il s'est servi, et puis avec le sous-entendu il s'est servi, et puis c'était pas forcément le meilleur repas, hein, pour parler très crûment et très dégueulassement. Mais, et moi, j'étais en train de l'expliquer, je disais, mais vous savez pas du tout ce que c'est que le viol, en fait. C'est surtout ça le problème. Vous savez pas. C'est tout. Mais c'est pas grave. Hein, mais juste faut savoir. Faut savoir que vous savez pas. On ne sait pas ce que c'est que le viol. Et c'est ça la réalité. On va avancer, mais en tout cas, ouais, vas-y, fini, mais après, parce que sinon, on va jamais commencer Ouais, c'est vrai, je suis désolé. sujets. Non, mais parce que je suis désolé. Non, mais, en gros, ce que je voulais juste évoquer sur la question même de la pédocriminalité, c'est que pourquoi ça interroge ce rapport de puissance? Parce que, en gros, bah, un adulte est littéralement tout puissant avec un enfant. Oui, Littéralement. Et donc encore une fois, pour moi, littéralement,
pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très bien défini dans tous les cours de sciences politiques de la planète. En tout cas, pour le cas que je connais, surtout en Occident. Mais dans tous les cours de sciences politiques, quand on vous définit le pouvoir, on vous dit le pouvoir, c'est le pouvoir de faire à quelque chose qu'il ne ferait pas si tu ne lui faisais pas faire. C'est ça le pouvoir. C'est vrai, c'est une belle définition. Ça, c'est un cancer. C'est un cancer dégueulasse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut supprimer du genre humain. Il faut que ça soit effacé. Voilà, je le dis, je le répète. Et il faut comprendre que, j'ai vu par rapport à tout ce commentaire, que l'anarchisme, c'est son seul projet. Le reste, c'est de la DA, hein, c'est de la direction artistique. Ça, vous faites ce que vous voulez avec, c'est de la tapisserie, de la peinture, je m'en fous. Mais le cœur de la vocation, le cœur de l'enjeu, le cœur de cet engagement, c'est éliminer toute forme de pouvoir sur cette planète. Alors, il y a des gros tarés, et ils sont malheureusement nombreux aujourd'hui, qui vous disent « c'est impossible ». Et donc, ce sont les mêmes qui vous disent bah, « tant qu'il y a des hommes, il y aura toujours du viol ». Voilà, et ben c'est comme ça les filles. Bah, et après, c'est ce qu'on leur dit, on leur dit et ben vous avez qu'à mieux choisir, et vous avez qu'à mieux faire gaffe. Hein, voilà. Et ben non. Et ben en fait, non. Donc, ce que je dis à toutes celles et ceux qui sont conscientisés par cette question de la VSS, comprenez bien que l'enjeu majeur, c'est de travailler à la démolition totale de toute forme de pouvoir. Ce qui implique de les identifier, de les déconstruire, pour ensuite les démolir et les effacer. Merci beaucoup pour ce rappel qui est très important. On va enchaîner parce que j'ai quelques petits commentaires. Bon, on va pas s'arrêter sur tous les commentaires. Hein. Je vais juste les lire parce que on est là aussi pour les retours. Il y a Zouzou qui nous dit voilà pourquoi en islam le crédit usuraire est interdit. Et oui, elle revient sur le sujet du dernier épisode où on parlait du crédit. Cela appauvrit encore plus les pauvres pour enrichir encore plus les riches. Et pour ceux qui auront comme argument alors comment on fait pour acheter un bien bah, va payer une maison 2 fois son prix initial et endette-toi sur 30 ans avec ton misérable salaire à passer 10 ans à essayer de sortir la tête de l'eau sans pouvoir offrir un quotidien décent à tes enfants et embrouille-toi avec ta compagne ou ton compagnon tous les soirs pour les finances. Bon courage. Ah mais c'est vrai, enfin, on est d'accord là-dessus. Puis plus le temps passe, là, j'ai discuté avec une amie à moi qui me disait ouais, moi, ça me saoule parce que j'ai toujours pas acheté d'appart, machin et tout. Je lui dis franchement, c'est plus ça. Hein. Là, c'est la vision un peu occidentale de la réussite. C'est d'acheter ton appart. Voilà, ça veut dire que ça y est, t'es quelqu'un et tout. En vrai, flemme. Moi, là, je veux plus. Là, c'est pour ça qu'on essaye de vendre l'appart là dans lequel on est. Et après, franchement, si je dois faire des investissements, déjà, ce sera pas forcément en France. Mais là, le système là, de crédit et l'usure, en vrai, ça m'a usé. Voilà, si je puis dire. Ouais. En fait, c'est parce qu'il y en a qui disent bah ouais, mais tu mets de l'argent par la fenêtre à payer un loyer et tout. Mais la vie de ma mère, si mon loyer il est de 500 € par mois, je jette tranquille. Parce que derrière, en fait, au moins, je possède le reste de ma thune pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir voyager, pour pouvoir avoir accès à la culture, pour pouvoir, tu vois. Le but, en vrai, c'est qu'on n'ait pas à payer notre logement. La vérité, c'est que le logement, c'est ce qu'il y a de plus cher, ce qui nous plombe. Tu imagines si on retire juste, tu gardes dans les impôts, les machins, ce que tu veux et tout, ok, on vous donne ça, mais juste tu retires le prix du logement. Tous les logements, ils sont pris en charge par l'État. Bah, la vie, elle est peu pareille. La vie n'est plus pareille. C'est parfaitement, en plus c'est parfaitement calculé. L'INSEE l'a très très bien agrégé en termes d'études statistiques. C'est le plus gros poste de dépenses de la quasi-totalité des Français, à part justement la portion ultra blindée. Donc en fait c'est pour ça, encore une fois, il y a des gens qui ont du mal avec ça, mais après c'est normal, il faudrait qu'ils lisent quelques livres. Mais concrètement, sans blague, hein, mais concrètement, payer une charge aussi importante pour se loger, c'est non seulement indécent, mais c'est indigne et grave. Parce que ça s'appelle le droit à vivre, en fait. Enfin, je sais pas, mais si les gens ils ont du mal à comprendre ce truc-là, mais allez, c'est vous, allez sous un pont. Allez sous un pont. Allez dormir sous un pont, et ensuite venez me revoir et discuter avec moi ah, peut-être que c'est important d'avoir un toit, bordel de merde. Ben oui, en fait, évidemment. Alors. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on en est où dans l'émission? On va passer directement à la petite news HMD, la petite news qui fait plaisir par les temps qui courent. On en a besoin. Ah oui,
juste avant le HMD, je voulais revenir sur ce qu'on disait. J'ai partagé une vidéo là sur Insta et TikTok d'une nana qui dit est-ce que si je vous dis là de quitter votre travail et qu'en échange je vous donne 5 000 euros par mois net d'impôts jusqu'à la fin de votre vie, vous quittez votre travail et vous arrêtez de travailler. Et genre elle a dit ça en mode dilemme. Hein. Et donc j'étais là en train de dire bah ouais en fait. Elle a dit non mais vraiment c'est une question existentielle. Si là je vous donne 5 000 euros par mois net d'impôts, mais qu'en échange vous travaillez plus jamais, est-ce que vous acceptez? Oui. Parce qu'on va faire plein d'autres choses en fait. Mais et c'est trop marrant parce que dans les commentaires, les gens ils sont là. Mais non, 5 000 c'est que dalle. C'est une question? C'est une vraie question? C'est une vraie question. Et il y a des gens qui disent non mais vous êtes malade, 5 000 euros c'est quoi? Et je suis sûr que les gens qui disent ça, ils sont même pas à 5 000 euros par mois. C'est ça le pire. Mais vraiment, moi, je rembourse mon prêt étudiant en 4 mois qui dit épicurien. Ah, tu m'étonnes. Mais en fait, ouais, voilà, tu feras d'autres activités, tu vois. J'ai Lato qui dit de fou, même pour moi je quitte. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais même pour 1 500 balles ou 2 000 euros, je quitte moi. Mais c'est parce que, en fait, j'ai eu une discussion avec une amie à moi qui est comédienne et qui me dit mais moi je pourrais pas, machin. Je lui dis mais dis-toi que le salaire médian en France il est de 1 800 euros. J'ai dit médian, pas le salaire moyen, le salaire médian. Donc, comprenant les 50 plus hauts salaires et les 50 plus faibles. Et pour n'importe quel Français, sachant qu'il y a 70% des Français qui ne vivent pas de leur passion, qui sont juste employés parce que pas le choix. Bah, en fait, c'est une délivrance. Et c'est sûr que toi, si je lui ai dit, toi, tu vois avec ton prisme de je suis comédienne, j'ai envie de jouer dans des grands films, des trucs comme ça. Mais justement, moi, demain, je suis à 5 000 euros par mois sans rien faire. Mais je fais des spectacles gratuits, même s'il le faut. Mais je continuerai à faire ce que je fais. J'irai sur scène, machin, mais tu vas pas avec la même approche, en fait. Tu vas parce que tu as envie de jouer, quoi, au final. Tu as envie de jouer, tu as envie de montrer. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le travail. Oui, en fait, on conserve le travail au sens noble, mais pas l'emploi, en fait. D'être employé, de ne pas avoir le choix d'eux et tout. On en avait parlé dans un épisode de CKR. Et je vous invite à checker, voilà. Comme ça, vous allez un peu mieux comprendre. Mais ouais, là, en tout cas, la question m'a fait beaucoup rire parce que la personne a été vraiment sincère. La petite news HMD, c'est la suivante. Sans rapport avec le travail, en plus, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur les réseaux, il y a un boulanger du Tarn et Garonne qui a mis en place pour ses employés le BIB, le bonheur intérieur brut. Semaine de 4 jours, 10 semaines de congés payés, salaire minimum de 2 000 euros net, et pour les plus anciens, c'est 3 000 euros net. Désolé, on a énormément de problèmes techniques sur cet épisode, étant donné que la connexion indonésienne d'Hamza était un peu instable. Donc là, j'ai dû couper tout un passage où on galérait, et on va reprendre sur une anecdote qui est en rapport avec le sujet. Hier, j'étais avec ma meilleure pote, elle me disait qu'elle avait fait un entretien. Et dans son entretien, alors accrochez-vous les amis, il y a un moment, un gars qui lui a dit... Non, c'était 2 personnes qui lui ont dit, par contre, il faut que tu t'apprennes, faut que vraiment que tu sois sûr de sacrifier que tu aies conscience que tu vas sacrifier ta vie perso et qu'il y a des chances que tu travailles aussi le week-end. Et les gens, ils te disent ça, genre, direct d'entrée. T'as envie de dire, mais elle leur a dit direct, bah non, en fait, oubliez-moi. Désolé, au revoir, merci beaucoup. Enfin, c'est une dinguerie quand même d'en arriver à dire ça. Et pour eux, c'est normal. Et pour eux, c'est stylé. Tu sais, en France, c'est beaucoup ce truc de présentéisme. Plus t'es dans la boîte, plus c'est stylé. Mais elle leur a dit, mais c'est mort, mais cassez-vous. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais Tout ça pour tu. non, mais te rends compte? Ouais, moi je t'entends là. Je te vois pas, mais je t'entends. Ah, c'est cool. Mais tous... Ouais, franchement, tu vois. Oui. Genre, les gens, tu sais, ils trouvent ça stylé quand on te dit, ouais, putain, j'ai bossé 40 heures cette semaine, et puis en plus, le week-end, j'ai dû bosser sur des trucs. Laisse tomber, machin. Et t'as envie de dire, mais c'est pas stylé, en fait. Pourquoi t'acceptes? Pourquoi t'acceptes? C'est... Toi, ta vie, en fait, c'est de la dévouer à ton travail, souvent en plus que t'aimes pas plus que ça, juste pour avoir une semaine par-ci, une semaine par-là de congé.
Ok. Ouais, bah, flemme en vrai. On veut pas, non. Je te le dis. Ouais, c'est un truc. Aucune espèce de sens. Ah ouais, non, vraiment. Dans les mezzés, parce on a encore des choses à rattraper. Dans les mezzés, on a bah ouais, Trump, hein. Énorme remontada de Trump. Comme le dirait CNews, c'est le comte de Monte Cristo. Tout le monde voulait l'atteindre. Il a eu des attentats, il a eu des procès, plein d'accusations, des faillites. Sérieux. Et au final, il est encore là et il revient, il devient président. On peut dire que c'est presque du Dumas. C'est presque le comte de Monte Cristo, quelque part. C'est ça qu'ils ont dit sur CNews. Voilà comment ils le voient. C'est-à-dire que les procès qu'on lui a attentés, c'est des procès qui poussent dans la nature, tu sais. Ah, tiens, un procès qui m'est tombé dessus. Non, mais ça me sidère. Vraiment, ça me sidère. C'est pas rentrer dans les... Et voilà. Ils l'ont vu comme un héros. Il a fait il a un contrôle total, en fait, là, avec les Républicains pendant au moins 2 ans, parce qu'ils ont eu ils ont eu le Sénat, la Chambre des représentants, et en plus, ils ont la Cour suprême aussi, parce que là, ils ont un système particulier là-bas. Autant vous dire que bah, c'est pas Jojo, mais il y a plein de gens qui disent bah ouais, mais en même temps, ils ont dit quoi? Ils ont dit en même temps, Trump, lui au moins il a pas fait la guerre pendant son mandat de 4 ans. Il a même plutôt rappelé les troupes, donc moi je préfère ça que les démocrates. J'entends, mais là les gars, ils se préparent un truc sale, hein. Je pense que ça va être pire que la dernière fois. Avec un mec comme lui, avec une espèce de plein pouvoir, on va se retrouver dans une espèce de démocratie illibérale, comme on dit. Parce que lui, c'est ce qu'il veut. Clairement, il a pas envie de laisser le pouvoir. Et il a demandé à Elon Musk. T'as vu ce qu'il va avoir comme rôle, Elon Musk, H? Non, pas du tout, tiens. Justement, ça, moi, j'avoue. Démanteler démanteler les finances publiques pour essayer de privatiser le plus possible. De voir là tous les trucs qui coûtent cher à l'État. Bah, c'est bien ça. C'est génial. C'est magnifique. Ouais. C'est de la satanisation de tout. C'est très bien. C'est très bien. Comme ça, les États-Unis s'enfoncent pour davantage dans la vie dans laquelle ils se trouvent depuis déjà super longtemps. Ouais. Et que ça va aller plus loin. C'est ce que je trouve à la fois terrible et en même temps, franchement, je crois qu'il y a au moins une bonne dizaine de philosophies qui abondent dans ce sens-là, que tu peux appeler ça karma, justice divine, la maths, l'épée de la Thémis. C'est que à un moment donné, quand tu vois quelqu'un comme Trump, donc qu'on comprenne bien, hein, ouais, voilà, tu vois, tant mieux, on attendait impatiemment le downfall des US. Ouais. Mais la vérité, oui, tout à fait. Il est temps. Hein. Tout à fait. Il est temps que ce Trump, pays... et ce qui est super intéressant, même si malheureusement il y a encore toujours des abrutis qui n'arrivent pas à le voir ni à le comprendre, hein, j'ai aucune compassion pour ces gens-là malheureusement, mais Trump est un débile profond, d'accord, un vrai, et tout mon respect pour les personnes déficientes mentales qu'on appelle des débiles, d'accord, parce que ces personnes-là, c'est des personnes soit qui souffrent, soit qui sont tout à fait respectables, dignes et en réalité bien plus intelligentes, hein, des personnes déficientes mentales 1000 fois plus intelligentes que ce gros donkey qu'est Trump. C'est un pervers, c'est une saloperie en fait, mais à l'image d'un ensemble d'accumulation de ce que sont les États-Unis. En fait, il est la défécation. Voilà, il est la défécation de excrémentale, hein, pour être un peu plus, pour rendre les choses un peu plus précieuses, excrémentale de ce que sont les États-Unis. Et que ça devait bien finir par arriver. Hein, c'est à un moment donné, ça commence par la tête, hein, ça se mastique un petit peu dans la bouche, ça passe dans l'œsophage, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive ça sort du côlon. Et ben c'est ça en fait. Voilà, c'est exactement ça, Trump. Et se dire qu'il est parvenu d'une manière ou d'une autre, parce qu'on pourrait même rentrer dans des détails de est-ce que réellement c'est le vote qui a fait le président aux États-Unis, ou est-ce que c'est un jeu de lobbying, est-ce que c'est réellement la Maison-Blanche qui gouverne? Réponse non. Ah, mais voilà, est-ce que c'est vraiment le Congrès qui gouverne? Réponse toujours non. Bref, que ce soit depuis 1870 jusqu'à 2001,
Concrètement, la politique américaine n'est qu'une sorte de façade, de surface. C'est d'ailleurs pour ça que cette surface, elle finit progressivement par se flétrir et devenir complètement aussi infâme que ce qui est à l'intérieur. Hein, voilà. C'est comme, c'est presque comme pour le fruit, le fruit typique d'Indonésie, c'est le durian. Sauf qu'à la différence de ce fruit-là, c'est que c'est dégueulasse à l'extérieur en termes d'odeur, mais ça l'est aussi en termes de saveur et en termes de nutritif, pour le cas de Trump. Alors que le durian, au moins, a des bienfaits pour la santé. Mais c'est-à-dire il faut vraiment bien qualifier ça. On a une, une, une personne qui mérite même pas le moindre des respects. C'est vraiment, vraiment, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une personne absolument méprisable sur tous les plans, qui, qui représente la fameuse dite première puissance mondiale. Ce qui, en fait, si les gens ont encore besoin de signes, de preuves, de démonstrations que les États-Unis sont en train de se casser la gueule, bah, c'est dommage, parce que le moment où vous verrez les vraies évidences, ce sera déjà trop tard. Mais clairement, il y a, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est super intéressant, parce que tu as donc quelqu'un d'aussi méprisable et indigne dans tous les sens du terme que Trump, mais vraiment, c'est une sous-merde, mais vraiment. Enfin, faut bien le comprendre quand même. Hein. C'est quelqu'un que j'accepterais même pas dans un de mes cours, hein, mais vraiment. Enfin, quand je dis ça, c'est que ça veut dire beaucoup de mépris. Hein. Beaucoup de mépris. Bah, déjà, il pourrait pas, en fait. Il saignerait des oreilles, en fait, et du peu de cerveau qui lui reste. Donc, sauf que ça se marierait avec sa peau orange. Mais concrètement, mais Harris, c'est pas mieux. Hein. Harris, le paillasson des lobbies, le paillasson des rapports de force washingtoniens, d'une bureaucratie corrompue jusqu'à la moelle. Regarde le mépris, comment il allait tellement à son climax que lorsqu'il y a eu l'annonce des résultats, elle n'a même pas fait preuve de la politesse minimaliste des démocraties occidentales. De venir ouvrir ta gueule pour dire, bon, vous m'avez aidé à ma campagne parce que j'ai pas pu faire ça toute seule comme une grande, hein, évidemment. Donc je suis désolé d'avoir perdu parce que je suis une merde également et que de toute façon mon programme il est aussi merdique que celui qui est à côté, hein, contrairement à ce qu'on fait croire aux gens, hein, parce que de toute façon je suis une pro-sionarde puissance maximale, je suis une grosse raciste puissance 10 000 parce que j'ai jamais été afro-américaine comme je tiens à vous le faire croire pendant cette campagne pour faire genre, hein, ouais, je sais zouker, ouais, hein, évidemment. Mais concrètement, et ça montre, tu vois, ça te montre bien comment sont les États-Unis en fin de compte. C'est-à-dire que, comme le disait d'ailleurs, moi j'aimais bien, c'est ce message-là qui vient de l'Orient et qui vient en fait comme le dit joliment Amin Malouf, les adversaires de l'Occident. C'est ça, parce que c'est l'Occident, the West and the rest. Et ben the rest, hein, le reste, c'est les adversaires. Parce que de toute façon, les États-Unis ne les ont vus que de cette façon. Et ben le reste a souvent communiqué ce message en disant, bah oui, c'est vrai que nous, le reste, on n'est pas des super acteurs. Bon, il y en a quand même, hein, Bollywood, on l'avait déjà dit, Nollywood aussi, même le cinéma chinois, etc. Ça va, hein. Mais c'est vrai, on n'est pas quand même au niveau d'Hollywood. On n'est pas au niveau d'Hollywood, c'est normal. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à faire semblant à ce point-là, en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire passer de la merde pour du parfum. Alors, next. Qu'est-ce qu'on a de next Merde, j'ai perdu mon conducteur. Il est où? Ah, il est vers là. Ah oui, il y a une banderole hier, tu sais, il y a eu un match de Ligue des Champions. Où les Parisiens ont joué contre je savais pas, mais ok. Voilà, les Parisiens ont joué contre l'Atlético Madrid. Et ils ont perdu 2-1. C'est pas le sujet. Le problème, c'est que les supporters parisiens ont déployé un tifo. Où il y avait écrit Free Palestine, avec des images de la Palestine, un petit garçon avec un drapeau libanais sur le dos, et un autre gars avec un kéfier. Ah bon, on dirait, tu sais là, le mec de la com, un gars habillé en tenue militaire avec un kéfier rouge. Tu vois comment il s'appelait déjà Ok. Et Bon, ouais, voilà. Ils ont mis un mec qui ressemble à lui. Ah ouais.
Ouais, il y a le drapeau de la Palestine et ouais, ils ont mis le drapeau du Liban et il y a écrit Free Palestine en gros. Et en dessous, il y a écrit la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Voilà. Réaction Je vais directe. presque aimer le foot. Réaction du PSG. Le club n'avait pas connaissance du projet d'affichage d'un tel message. Le Paris Saint-Germain rappelle que le Parc des Princes est et doit rester un lieu de communion autour d'une passion commune pour le football et s'oppose fermement à tout message à caractère politique dans son stade. Et t'as Bruno Retailleau qui a condamné ça aussi et qui a dit ouais. Évidemment. C'est inadmissible. Attends, je vais te dire exactement ce qu'il a dit d'ailleurs. Retailleau, Tifo, Paris. Mais c'est assez ubuesque hein, parce que regarde, les gens ils réagissent comme s'il y avait écrit à mort les Israéliens, tu vois. Il y a écrit Free Palestine. Et il y a écrit la guerre sur le terrain, la paix dans le monde. Enfin, tu vois, c'est comme si demain tu condamnais quelqu'un qui disait je veux la paix. Quoi? Vous êtes malade? Et ben là, regarde, le Bruno Retailleau, il a dit c'est inacceptable. Il a dit que il allait. Attends, il a dit quoi d'autre ce petit loup? Attends. Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous fixé. Le ministère de l'Intérieur a expliqué qu'il ne s'interdisait rien et qu'il allait commencer par demander des explications et des comptes au Paris Saint-Germain. Quand on inflige une sanction, il y a le principe du contradictoire. D'abord, je veux les entendre. Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous fixé. J'ai eu le préfet de police pour qu'il me rende compte de ce qu'il s'est passé. Moi, ça me fait trop rire quand il dit Carrément. que tu me rendes compte de ce qui s'est Préfet passé. de police, en fait. C'est carrément. Pour une banderole. Non, mais c'est surtout, il s'est passé quoi, Mais connard? T'as la photo, hein. Il s'est passé que ça. Oui. Il s'est passé qu'il y a des gens, ils ont dit Free Palestine, on veut la paix dans le monde. Parce que, en fait, d'un point de vue du droit international, il y a une occupation qui est illégale en Palestine. En fait, il y a un moment, il faut rappeler à chaque fois, tu sais, les lois. Donc, du coup, quand tu dis... C'est vrai. Comme il y a une occupation illégale qui a été condamnée par l'ONU, ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent se libérer. Donc, Free Palestine. En fait, c'est du droit international pur et dur. Pourquoi vous êtes là en train de faire les choquer, là? C'est comme si tu disais, je veux que les pédocriminels ils soient condamnés. Wow, wow. T'es malade ou quoi, là? Qu'est-ce que t'es en train de nous dire, là? Oh, du calme, du calme. Ouais. Bah oui. Ouais. Non, mais c'est la même chose. Que les réalisateurs de cinéma... Ah, merde, pardon. Ouais. Ouais. Non, franchement, ça... Mais c'est mais tu sais, quand tu là, tu viens de citer les réactions, machin, etc. Ouais. Enfin, honnêtement, si je n'avais aucune notion de géopolitique, de géostratégie, d'histoire, de politique, de sociologie, de culture, etc. En fait, j'ai presque envie de dire, j'ai presque envie de dire qu'il y a un critère qui est vraiment efficace pour savoir si tu es là où tu dois te situer. C'est quand, à un moment donné, tu vois que la quasi-totalité des FDP, puissants, dominants, blindés et crapuleux, ont l'air d'être tous d'accord sur un même sujet, t'es à peu près certain qu'il faut pas être avec eux, en fait. Mais t'es vraiment, à peu près là, tu te dis, je pense que ça pue la merde, je pense que c'est pas du tout la bonne position. Hein. Donc, en gros, je comprends rien à la Palestine. Quand je les vois tous réagir, je fais, ah ouais, ah bah Free Palestine, en fait. Je sais même pas ce que c'est que la Palestine, mais je suis plutôt du côté de cette banderole, en fait. Je sais pas, elle vous emmerde, bah alors, si elle vous emmerde, c'est qu'il y a forcément une excellente raison. C'est bon, je suis avec eux tout de suite là. Mais c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Des fois, tu as envie de dire, si t'as pas le temps, si t'as pas le temps de faire des démonstrations, t'as pas le temps de trop d'expliquer l'histoire et tout. Vraiment, si quelqu'un était dans une caverne, plus ou moins, isolé du monde et qui comprend pas ce qui se passe au Moyen-Orient, tu lui dis, ah, tout, regarde, tu vois lui, tu vois elle, tu vois lui, tu vois lui aussi, et elle, et lui, et puis tu vois lui, il est poursuivi pour ça, elle est poursuivie pour ça, et puis lui aussi, et lui encore, et voilà. Donc, tu as vu, hein, on est sur du FDP système. Big Corp, hein. Bon, ok. Ouais. Et ben eux, ils sont tous d'accord avec ça. Ah, ok. Ah, ben moi, je suis contre, en fait. Ben voilà, c'est bon. c'est terminé. C'est impressionnant. Une banderole, punaise. Une banderole. Et comme tu as dit, tu sais, mais on rappelle le droit, il n'existe à l'heure actuelle aucun espace palestinien libre. C'est pas compliqué, hein. Libre. Voilà, Gaza n'est pas libre. Et la Cisjordanie, encore moins. D'ailleurs, encore moins. Hein. Parce que les Gazaouis disent eux-mêmes qu'ils sont plus libres que les Cisjordaniens. Et les Cisjordaniens le savent aussi. Hein.
Mais donc, il n'existe à l'heure actuelle aucun espace palestinien libre. D'ailleurs, la réalité, c'est que les autorités dites israéliennes n'arrêtent pas de considérer que la Palestine n'existe pas. Hein. Bah oui. Bah oui. Et les gros sionards de partout te disent que la Palestine, ça n'existe pas. Ils disent quoi? Non, pas la Palestine. Il n'y a pas d'État palestinien. Il n'est pas reconnu par l'ONU. Et c'est vrai, à l'heure actuelle, c'est vrai. À l'heure actuelle, c'est vrai. Il est que membre observateur de l'ONU. Non, Parce que c'est comme ça que ça s'appelle justement un génocide qui fonctionne, qui est en voie de fonctionner. C'est quand même ton État n'a même plus de légitimité. Voilà, il commence à disparaître. Donc franchement, j'ai presque super envie de voir du foot quand je vois ce type de banderole. Voilà. Ouais, non, franchement, c'est arrivé même, ça met du temps à arriver. Mais en tout cas, il y a plein d'autres pays où les supporters. Mais bon, bref, tout ça, c'est scandaleux. Il y a, tiens, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui souhaite supprimer de l'espace public toute référence à l'abbé Pierre en soutien aux victimes. Les agressions sexuelles, ça le disqualifie vraiment. Bah ouais, vraiment, là, j'avoue, nous, avant, on était là, oh, je suis pas l'abbé Pierre, tu sais. Vous pouvez dire, comme je suis pas Mère Teresa. Oui. Voilà. Mais là, j'avoue, c'est chaud. Hein. T'arrives pas. Hein. Ouais. D'ailleurs... Sachant que Mère Teresa a des bails chelous aussi. Mais ouais. Ah ouais? Ah oui, ouais, là, j'ai déjà entendu. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a dit, et là, c'était peut-être le sujet de discussion que je peux lancer. Il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, Jacques O'Neill 80. Ok, mais tous les SDF qu'il a sauvés, on les oublie? Bah, c'est pas ça le sujet. Ouais, sauf que c'est pas lui qui les a sauvés. Ouais, et puis c'est pas lui qui les a sauvés. Ah ouais? Voilà. Comme ça, hop, c'est terminé. Next, vas-y, on continue. Parce que c'est ça le problème avec les pseudo-personnes. Avec les pseudo-personnes providentielles. Bah, en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que tu sois un génial humanitaire ou que tu sois un penseur incroyable, etc. Tout ce que tu peux faire, finalement, n'est que très limité. Parce que, comme le disait très joliment Ibn Khaldoun, l'être humain n'a en définitive que 2 bras. Donc, il peut, par exemple, tu peux être. Il parle de ça même pour la préhistoire. Il dit que tu peux être l'homme le plus redoutable du monde. Quand tu pars en chasse, tu as 2 bras. Et donc, tu ne peux gérer, dans le meilleur des cas, que deux animaux, soit de chasse. Dans le meilleur des cas. Mais à un moment donné, s'il y en a 4, t'es dans la merde. Hein. Ouais. C'est donc pour ça qu'il dit cette très belle phrase. Il dit l'humain est condamné à la coopération. Il dit il est condamné à la coopération. Et donc, en gros, qui ont sorti les SDF de la rue, et puis il y en a encore beaucoup dans la rue encore, hein, mais ce sont tous les milliers, voire les millions de bénévoles d'Emmaüs, etc., et même les salariés, etc., parce que sans eux et elles, tout ceci n'aurait jamais été possible. Et que, en fait, et je rajouterais même, pour continuer de minorer le rôle de l'abbé Pierre, parce que, ouais, je vais bien le minorer, tiens, et c'est pas gratuit, parce que il est coupable de quelque chose de très grave et de monstrueux, et que oui, évidemment, ça le disqualifie, et ça, il n'y a aucun souci là-dessus, parce que, encore une fois, c'est tout le problème avec les personnes providentielles. C'est que ce n'est pas un problème en soi que quelqu'un ou quelqu'une soit suffisamment charismatique pour sortir du lot, comme on dit, et utiliser son aura particulière pour que les gens pensent ou agissent dans un sens. Voilà. Ce qu'on appelle, c'est ça le leadership. Le leadership dans le sens le plus épuré et le plus noble du terme. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quand tu as un nombre important de personnes, il y a une personne qui, elle dit, elle ose franchir le pas, si tu veux. Tu vois? C'est comme cette scène qui existe. Hein. Elle existe réellement. Hein. D'ailleurs, ils l'ont rejoué dans un film d'animation sur ce sujet. Tu sais, les manchots qui sont au bord d'une falaise, là. Enfin, au bord d'une falaise de glace. Et ils ont l'air d'attendre qu'il y en a un qui se mette à sauter. C'est exactement ça la notion de leader, en fait. Dans le sens, encore une fois, le plus épuré du terme. Pas les américanisés, dégueulasses, marketing, gestion, management à 2 balles. Vraiment, c'est le truc il y a quelqu'un qui ose y aller. Mais cette personne, elle est rien. Ah, c'est dur hein, pour les petits égos de certaines personnes. Mais cette personne, elle est rien. C'est juste, elle y va. Et généralement, d'ailleurs, elle pense à elle-même quand elle fait ça. Mais ensuite, évidemment, ça provoque quelque chose. Mais ce quelque chose n'existerait pas s'il n'y avait pas tout le monde.
Ah non, c'est d'ailleurs pour ça que nous n'aurons jamais le nom de l'inventeuse ou l'inventeur, l'inventrice ou l'inventeur de la roue. Parce qu'on est certain d'une chose, c'est que s'il y en a eu un ou une, mais en fait, il y en a eu plusieurs en même temps. On le Ouais. sait, ça. Bref, donc aider les pauvres, c'est pas Emmaüs, c'est pas l'abbé Pierre qui l'a inventé. Gueuler contre le système politique et social de notre pays, c'est pas l'abbé Pierre qui a eu l'idée, en fait. Donc lui, il l'a fait un peu plus que les autres. Et évidemment, il y a par contre un système bien politique, bien rodé, qui justement de focaliser l'attention sur l'abbé Pierre, hein, comme personnalité préférée des Français, pour continuer de dire aux gens, ouais, vous voyez, hein, ah, et vous êtes tous des gens bien parce qu'il y a quelqu'un de bien comme lui. Mm. Or, en fait, on s'en branle, en fait, on s'en tape, pardon, mais on s'en tape, hein. Ouais, bah, Pierre, et donc de le disqualifier, bien sûr, c'est une nécessité. Et ouais, l'effacer de la mémoire, ouais, ouais. moi j'ai absolument rien contre, au contraire, je suis même très partisan. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit, qui dit un truc qui, du coup a fait gueuler. C'est son premier message. C'est Rebenga qui dit: les Palestiniens, c'est pas une race, c'est des Arabes. Donc parler de génocide, ça n'a aucun sens. Pour moi, un génocide, c'est le fait de vouloir tuer une ethnie en particulier. Les Israéliens veulent viser les Palestiniens de ce qu'ils considèrent être leur terre. Ça aurait été des Suédois ou des Boliviens, ça aurait été la même. Ethnie, race, c'est pareil, on m'a compris. Ah, oui, Euh, mais non, en fait, ouais, non, mais il y a un bug là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, ce serait davantage pertinent si on parlait justement d'ethnocide, sachant qu'il y en a un, hein, il y a un ethnocide. Mais ah, après, c'est le fameux débat sur l'arabité, qui est un très grand débat. Ça pourrait moi, je trouverais ça intéressant d'en parler, mais beaucoup de gens, ça ne les intéresserait pas. Parce que de toute façon, on a déshumanisé depuis très longtemps les Arabes, en fait. Donc, et justement, par cette qualification d'arabe, eh ben ouais, par cette qualification d'arabe, qu'on le veuille ou non, il y a ce qu'on appelle une assignation identitaire à l'arabité qui se colle à des gens qui parfois ne sont même pas arabes et qui se colle à des gens qui quand même ils seraient arabes, en fait, ne sont pas forcément en raccord avec ce que ça peut impliquer. C'est le problème de l'assignation, sachant que l'ethnicité arabe, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Pour être très clair, hein, étant donné que l'arabité se définit davantage par un champ civilisationnel linguistique qui s'est développé autour de -1000, entre -1000 et -1500. Ouais, c'est ça, c'est entre -1500 et -1000, donc en rapport à notre calendrier, dans une région particulièrement multi-ethnique, si on veut utiliser cette expression. Voilà, multi-ethnique et alors peut-être, ouais, on peut dire même multiconfessionnel, c'est-à-dire ce que les historiens ont beaucoup de mal, pour des raisons plutôt obscures, si je puis dire, à identifier ce qu'on appelle le fameux royaume de Saba. Parce que ce royaume de Saba, il est un peu chiant pour les gens, visiblement, parce que c'était un royaume qui était littéralement à cheval entre la péninsule dite arabique, hein, par le Yémen, ou le sud arabe, comme on dit, qu'on appelait d'ailleurs l'Arabie heureuse, et la corne est, hein, donc la corne orientale de l'Afrique. Voilà. Ce qui fait que, justement, l'arabité est fondamentalement aussi africaine que arabe. Donc, en fait, arabe, ça n'a pas de sens puisque c'était pas encore arabe. Vous voyez, tu vois, au moment où ça Mhm. devenait arabe, où la langue est apparue. Donc, on pourrait dire asiatique. C'est-à-dire qu'elle est aussi asiatique que africaine. Et là, d'un coup, tous les gens s'en réfléchissent. Comment ça? Mais donc du coup, en fait, il y a des Noirs totalement arabes depuis des millénaires. Voilà. C'est-à-dire depuis 3000 ans, mais ils sont noirs. Alors, ils sont pas blancs, par exemple. Ça fait bugger beaucoup justement, de personnes qui se prétendent arabes de ce point de vue-là, dans une sorte de pureté. Et de l'autre côté, en fait, il y a des gens qui se sont arabisés. Non, donc, ils ne se sont pas javélisés, hein, pour s'arabiser, hein. Ils n'ont pas changé de couleur, hein. Il y a pas eu, c'est pas fait par des mariages ou des gènes, hein, pas seulement, hein. Non, c'est qu'en réalité, c'est pour ça que c'est pas le bon terme arabiser non plus, mais disons qu'ils se sont appropriés le véhicule culturel développé par cette civilisation, qui s'appelle la langue arabe. C'est tout, hein. Parce qu'en fait, encore une fois, l'arabité est apparue par la langue, uniquement par la langue. Et ensuite, elle a été donc gagnée autant par des nomades, les Bédouins, que par des sédentaires, les Abyssins, les Éthiopiens, les Somaliens, même si les Éthiopiens avaient aussi leur langue, leur logarithmique, etc. Et que après, ça s'est diffusé par un véhicule culturel pas des moindres, qui est celui du Coran,
avec ce que ça impliquait dans l'époque médiévale, évidemment. Mais pour preuve, on a des personnes qui parlent arabe depuis des siècles et qui n'ont jamais été musulmanes, hein, qui n'ont jamais été voilà, de confession, on va dire, sunnite ou chiite, etc. Donc, en gros, c'est pour ça que cette notion d'arabité, elle est encore aujourd'hui très problématique. C'est pour ça que ce n'est pas... alors, je vais être chiant, hein, ce n'est ni vrai ni faux de dire que les Maghrébins sont arabes. Vous voyez ou pas? C'est pas vrai, c'est pas faux. En fait, c'est pas vrai si on parle d'ethnicité. Mais oui, les Maghrébins ne sont pas du tout d'ethnicité arabe. Pas du tout. Encore une fois, je l'ai dit, il n'y a pas d'ethnicité arabe, en fait. C'est pour ça que il est là le leur. Les Maghrébins sont Maghrébins. C'est-à-dire un savant mélange pas, pas, plus complexe qu'on ne l'imagine entre Visigoths, Vandales, Suèves, Amazirs, Sahraouis, parce que Sahraouis ne sont pas des Amazirs, hein. C'est plus complexe que ça, hein. Africains sahéliens, parce que ça bouge, tout ça, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des Nubiens, etc. Donc là-dessus, en fait, mais il y a bien une identité maghrébine qui se distingue d'ailleurs des pays du Nil. Voilà, les pays du Nil, que sont l'Égypte, le Soudan, etc. Et le Moyen-Orient, c'est encore autre chose. Et le Golfe, c'est encore autre chose. Donc voilà. Donc pour les Palestiniens, dans les Palestiniens, tu as des Phéniciens, des Phéniciens, des Philistins, et pareil, pas mal de mélanges entre Grecs, Arméniens, réellement, hein, dans cette région-là, hein, on le voit même dans leur physique, et entre même, même des Byzantins et même des Arabes arabisés, etc. Ce qui fait que, en fait, là-dessus, c'est plus tellement le propos. Mais il y a bien une culture palestinienne qui est bien déterminée. Voilà. Et que c'est cette culture-là qui est concernée par ce qui est en train de se passer. Désolé, non, mais merci. Pardon sur le... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va très vite passer au no comment et finir là-dessus. Le no comment, vous connaissez les règles si vous nous écoutez en live sur Twitch. Vous n'avez pas le droit de commenter. Nous non plus, que des emojis. Et là, il y a du lourd. On commence avec... alors, improbable. Pour parler de son combat contre le harcèlement, Brigitte Macron a été dans le château de la Star Academy. Ouais. Les locaux de Netflix France ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Et enfin, Sciences Po Strasbourg, qui avait mis fin à un partenariat avec une université israélienne, est actuellement visée par des menaces. Bref, voilà pour les no-comments. On les commentera peut-être une autre fois. on va rester là-dessus. Pour finir, en tout cas, j'espère que tout va bien de ton côté, Dr H, et que l'entraînement, tu l'encaisses bien. Parce que je rappelle que Dr H est en Indonésie, qui est en penchak silat, pour pouvoir préparer les championnats du monde. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, plus on arrive à encaisser, plus on intensifie encore l'entraînement, donc c'est assez crevant. J'avoue, c'est assez éprouvant, mais ça va, on tient le truc. Des fois, c'est tellement éprouvant que tu te dis, t'arrives pas encore à avoir le résultat parce que tu sens que t'es fatigué. Ouais. Donc tu te dis, mais je vais pas réussir à tenir lorsque ce sera la compétition. Mais en fait, on se rend pas compte, mais comme on double la dose et qu'on arrive quand même à tenir, c'est qu'on est en train de progresser. Mais c'est vrai que j'avoue, là, c'est fatigant, ouais. Fatigant. Et le week-end, vous êtes en repos quand même. C'est fatigant. Le week-end, c'est repos. Un jour, c'est juste un jour. Ah ouais. Juste un jour dans le week-end, pas les deux. Et c'est dur de se reposer quand t'es dans un... Quand tu partages ta cellule avec des gens, en plus, c'est pas vraiment... C'est pas en mode chill. C'est dur de chiller. Ah ouais, non. Ah ouais, non, je suis pas du tout dans un hôtel de ouf et tout, donc ouais, non. Donc non, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est vraiment assez difficile. Ouais. Il te reste combien de temps encore? Là, en fait,
Ok, bah, si je ne dis pas de bêtises, il reste 1 mois et 1 semaine. Ouais, c'est ça, ouais, 1 mois et 1 semaine, ouais, c'est ça. 1 mois et 1 semaine. Puisque... Attends, ça 15, ouais, voilà. On partira pour Abu Dhabi le 16 décembre. Mais vous Ouais, refaites une c'est le 16 escale décembre. à On partira. Paris ou vous enchaînez direct avec Abu Dhabi? Non, 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 on part direct. On part direct, Ah ouais, ouais. On part vraiment direct, parce ouais. que là, déjà, ce qu'on va faire, euh, c'est que là, par exemple, normalement, séquence, ouais, dans une semaine, on va faire un trip. Un trip, c'est du Street Fighter, hein. C'est-à-dire un trip où on va se battre contre des Indonésiens, euh, dans le cœur de Java et l'Est Java, Mhm. jusqu'à ce qu'on arrive à Bali. Jusqu'à ce qu'on arrive à Bali, et on terminera notre périple à, à Bali. Il y aura Frank Ropers, n'a jamais. Ah. Donc, et en fait, ensuite, on va revenir à Jakarta. Et il nous restera, je crois, 1 ou 2 semaines à Jakarta pour finaliser un peu l'entraînement, voir si on est au point. Parce que là, on est surtout, on taffe beaucoup la question endurance et technique. Endurance et technique. Ça, c'est ça le truc un peu éprouvant. C'est pour ça que c'est un peu usant. J'ai jamais autant aimé les fruits de toute ma vie. Ah putain, j'imagine. Vraiment. Mais vraiment, je le dis, hein, les gens, ils en doutent. Non, non, les fruits, c'est la vie, hein. C'est vraiment, c'est vital. Ça fait une différence radicale, hein. Bah, Radicale. force à toi en tout C'est, cas. tu te retrouves à 7 heures du matin à prendre 4-5 fruits juste avant l'entraînement. Je suis même là en train de terminer juste avant qu'on commence à, à la séance, c'est sur le tatami. Donc, ouais, je te dis, Ah, c'est... Docteur H Parce que si tu fais pas ça, Ouais, tu tombes. c'est horrible. Docteur H versus Dalsim, on nous dit. On l'attend, je te jure, le vrai versus. Bon, en tout cas, force à toi, mon frangin. Merci de nous avoir tous écoutés. Désolé hein, Merci. pour les petits problèmes techniques, machin, mais vous avez vu, on vous lâche pas. Malgré les entraînements, etc. Docteur H, il nous fait l'honneur de sa présence 2 fois par semaine. Merci 1000 fois, mon frangin. Et puis, bah, pour celles et ceux qui veulent me Avec voir grand sur plaisir. scène, je jouerai. Alors, en ce moment, je suis dans Passeport. Là, je reprends jusqu'au 13 novembre, mais je jouerai mon spectacle le 26 novembre au Théâtre de la Renaissance. Je sais qu'il y a des cracks qui sont déjà organisés. On a une petite délégation qui arrive, donc merci 1000 fois. N'hésitez pas à en parler autour de vous. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler de ça, notamment. Mais en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir parler, chatter avec vous. Sache que tu m'inspires beaucoup, Docteur H. Même moi, je me suis remis à fond dans le sport, la marche et tout. Donc, quand on se retrouvera, tous les deux, on sera des hommes changés. Voilà. Bon, toi plus que moi probablement, mais en tout cas, Mm. un corps sain dans un esprit Oh, ouais, pas de sain et un souci. esprit sain dans un corps sain, l'un ne va pas sans l'autre et c'est important. Merci Mm. beaucoup et que la force d'Iko Tout à fait. Uwe t'accompagne, voilà, comme dirait Gelato dans Ah le, ouais. dans le chat. Bah, ça me Et fait ouais, trop plaisir. À très très ça, bientôt en trop tout bien. cas. Bon courage et salut à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Ciao ciao. À plus tout le monde. Avec mon plaisir.